Alors, comme vous voyez, on a la joie indicible de retrouver notre directeur préféré, Pavel Chinsky, voilà, qui nous revient en pleine forme, avec sans doute une provision de bons mots pour égayer nos soirées. Euh, donc, ce petit briefing va porter encore une fois, va porter sur les épaules d'Igor, tout seul, simplement Arnaud nous rejoindra lundi prochain, donc déjà en distanciel, je crois, et puis en présentiel jeudi. Voilà, les nouvelles de l'équipe. Igor, beaucoup de nouvelles cette semaine? Bonjour Gilles, bonjour Pavel. Igor, Bonne année Pavel. bonne année, Igor. Bonne année, les amis. Bonjour à tous. Donc oui, beaucoup de nouvelles, non, une actualité quand même assez riche. Alors j'ai commencé traditionnellement par l'économie, puis je ferai politique intérieure et je terminerai sur les nouvelles de diplomatie politique étrangère. En économie, on va reparler de pétrole et de sanctions, puisque les Européens, les Américains sont en train de se coordonner cette semaine, ces jours-ci plus précisément, pour mettre au point un nouveau mécanisme de plafonnement des produits pétroliers raffinés russes. Alors, vous vous souvenez que depuis le 5 décembre, il y a un mécanisme de plafonnement du prix du brut, du prix du baril russe qui est entré en vigueur, qui a été fixé à 60 dollars le baril donc par les Occidentaux, enfin le pays du G7 en gros, plus quelques autres pays. Vu que ça n'a pas créé de cataclysme en un mois sur le marché mondial du pétrole et que ce marché est somme toute resté relativement stable, cela a donné, je dirais, une nouvelle inspiration, en tout cas encouragé les Occidentaux à imaginer de poursuivre sur cette voie-là avec donc de nouveaux plafonnements. Alors ça va toucher, pour ce que l'on en sait et pour ce que le Wall Street Journal en explique, cela va toucher donc deux catégories de produits, des produits raffinés donc dits à forte valeur, comme le kérosène par exemple, ou le diesel, et d'autre part des produits raffinés mais à valeur moins importante comme le fuel. Et l'idée serait donc de trouver un prix de plafonnement et au-delà duquel, si jamais des clients achètent ces produits, bien tomberaient sous le coup de sanctions secondaires, avec l'objectif que tout ceci entre en vigueur en février. Alors, toujours pour poursuivre sur le pétrole, l'Inde s'est classée comme très bon client pour le pétrole russe en cette fin d'année 2022, puisque pour le troisième mois consécutif, en décembre, la Russie a été le principal fournisseur de pétrole de l'Inde. New Delhi a augmenté de 25% ses achats de pétrole auprès de la Russie entre novembre et décembre. Alors, cela dit, là, tout ça sur, comme je disais, le fond de plafonnement du prix du brut russe qui est entré en vigueur le 5 décembre, mais qui n'a pas touché les transactions entre la Russie et l'Inde, puisque, comme je l'ai dit, ce prix était fixé à 60 dollars le baril. Or, le pétrole qu'a vendu la Russie à l'Inde sur la période au-delà du 5 décembre, le prix du baril fluctue entre 53 et 56 dollars, c'est-à-dire en dessous du seuil fatidique, en quelque sorte, plafond fatidique. Par conséquent, ça n'a pas concerné ces transactions-là. On parle de finances puisque à compter du 13 janvier, c'est-à-dire de demain, la Banque centrale de Russie va reprendre les opérations en devises sur le marché des changes national avec des transactions en yuan. Et cela servira à réactiver la fameuse règle budgétaire que vous ne connaissez pas tous, mais qui stipule que, en gros, lorsque les recettes issues de la vente d'hydrocarbures sont supérieures à ce qui était prévu dans le plan de finances de l'année, eh bien, ce qui dépasse est converti en devises et est thésaurisé. Alors, à l'époque, c'était des euros, c'était des dollars, c'était, voilà, euro-dollar, évidemment, vous l'imaginez bien, c'est fini. Maintenant, les Russes vont donc acheter du yuan et donc stocker du yuan à la Banque centrale. Et quand, à contrario, on ne remplit pas le plan, c'est-à-dire qu'on vend moins que ce qu'on avait prévu, eh bien on défalque la réserve pour pouvoir racheter, eh bien, pour pouvoir avoir des roubles qui rentrent, comme mine de rien, pour boucler la boucle, hein, pour compléter le budget. Quelques chiffres sur l'année 2022, donc bilan de l'année 2022 économique qui ont été publiés par le ministère des Finances. M. Silouanov donc, a expliqué que l'année 2022 s'est conclue avec un déficit budgétaire de l'ordre de 2,3% du PIB, environ 3,3 milliards de roubles. L'année prochaine, on envisage un déficit de l'ordre de 2% du PIB. Euh, une inflation
qui annuellement s'est établi à un peu en dessous de 12%, 11,9%, et donc une contraction du PIB, maintenant le chiffre est communément admis, de l'ordre de 3,5%, donc bien loin des 20-25% qu'on pouvait lire en mars dernier, et même des 15-10% qu'on lisait encore à l'été. C'est donc 3,5%. Je reviens une seconde sur l'inflation. 11,9 en 2022, en 2021 a été à 8,4. Donc ça reste évidemment des niveaux assez importants. Et toujours pour terminer sur l'inflation, d'après le ministère du Développement économique, on anticipe une diminution de cette inflation à tel point que dès le deuxième trimestre 2023, le ministère du Développement économique estime qu'on devrait s'approcher de la cible des 4%. Ça veut dire qu'on devrait pratiquement diviser par 3 cette inflation en l'espace d'un semestre, ce qui serait pas mal. Je passe à la politique intérieure avec deux nouvelles. Tout d'abord, le ministère de la Défense qui a proposé le 9 janvier une augmentation de 10,5% des salaires pour les personnels des structures de force, ce qui fait beaucoup de monde puisque c'est le ministère de la Défense, mais c'est aussi le ministère de l'Intérieur, tous les organes de sécurité, FSB, FSO, etc. Donc, proposition d'augmentation des salaires de 10,5 à compter d'octobre 2023. Je rappelle qu'en octobre dernier, ils ont déjà été réévalués, revalorisés de l'ordre de 4% pour ce qui est donc du salaire des militaires et des forces de l'ordre. Donc, une réindexation, je dirais, qui promet a priori d'âpres débats et marchandages entre le ministère des Finances et le ministère de la Défense. Tout ceci sur fond d'explosion des dépenses de défense. Vous l'imaginez bien qu'un budget de défense en hausse, à mon avis, il y aura donc des discussions assez serrées sur les enveloppes. Deuxième nouvelle en politique intérieure, le président de la commission de défense de la Douma, M. Andrei Kartapolov, a indiqué que pour ce qui est de la vague de conscrits du printemps, il y aurait un double système qui coexisterait, c'est-à-dire le système traditionnel où on appelle les jeunes hommes en âge de servir entre 18 et 27 ans, pour le service donc de 1 an, et le nouveau système qui est envisagé, qui consiste à appeler sous les drapeaux pour la conscription les hommes entre 21 et 30 ans, c'est-à-dire qu'on a rehaussé de 3 ans la tranche d'âge des hommes susceptibles de servir sous les drapeaux. Simplement, c'est de la migration entre les deux systèmes, la transition entre les deux systèmes doit prendre 1 à 3 ans, ce monsieur Kartapolov, et par conséquent, il est prévu que pour la conscription de ce printemps, en réalité, de fait, ça va donc être les jeunes hommes qui sont âgés entre 18 et 30 ans, on prend les deux bornes, la borne basse et la borne haute des deux systèmes, qui sont susceptibles d'être appelés sous les drapeaux, pour la prochaine vague d'appelés. J'en viens à la politique extérieure, la diplomatie, avec une première nouvelle, concernant la Turquie, la Russie, l'Ukraine, puisque se sont réunis à Ankara les médiateurs pour les droits de l'homme russes, Mme Mouskalkova, et ukrainien, M. Dmitri Loubinets, qui se sont retrouvés donc à Ankara, alors à l'occasion d'un forum, donc je dirais en marge d'un forum sur les droits de l'homme, ils se sont retrouvés à Ankara pour évoquer la question de la possibilité de favoriser les échanges de blessés et de prisonniers, mais surtout d'établir un corridor humanitaire entre les deux pays, entre la Russie et l'Ukraine, afin notamment de permettre le regroupement des membres des familles qui ont été séparés par le conflit. Et qui ne peuvent plus donc se revoir d'ici là. C'était en tout cas une réunion qui a eu lieu en Turquie, la Turquie qui, une fois de plus, se met en avant comme médiateur, comme pays hôte pour accueillir des discussions un tant soit peu apaisées, pour autant qu'elles puissent l'être, entre Russes et Ukrainiens. Donc là, sur des questions, humanitaires et d'aide humanitaire. Deuxième nouvelle, l'Union européenne et l'OTAN qui, le 10 janvier, ont signé une déclaration commune. En la personne que les signataires sont la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, et M. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance. Donc, un document en 14 points que j'ai ici. Donc, ce n'est pas un très, très grand document, mais néanmoins, un 14 points donc, qui, finalement, revient sur les liens entre les deux organisations, l'Union européenne et l'OTAN, qui célèbre le lien transatlantique, qui revient sur les différents défis et menaces auxquels, d'après le document, fait face l'hémisphère occidental, les régimes autoritaires, les menaces cyber, les différents défis qui se posent,
On souligne à cet égard que la Chine est nommément citée au point 5 comme faisant partie de ces défis supposément donc posés à la communauté euro-atlantique, que l'OTAN est la base de la sécurité dans la zone, est à la base de la sécurité dans la zone euro-atlantique. Que l'Europe est toujours, comment dirais-je, la sécurité de l'Europe est toujours menacée par une série de conflits et de situations instables dans son voisinage qui continuent de miner la sécurité donc dans la zone euro-atlantique. Et que l'OTAN a donc renforcé son partenariat avec l'Union européenne notamment, avec pour objectif de contribuer à consolider la sécurité en Europe, mais au-delà de l'Europe. Et au-delà de l'Europe, ça fait penser à 99, 50 ans de l'Alliance et la décision stratégique qui est prise que désormais l'Alliance a vocation à intervenir non pas dans le périmètre défini par la géographie de ses États, l'Alliance défensive donc à l'origine, et l'OTAN n'avait pas vocation à intervenir au-delà du périmètre de ses membres. À partir de 99, révolution, les membres décident qu'ils ont vocation à intervenir au-delà du périmètre de l'Alliance, et la Serbie s'en souvient très bien. Donc document qui est signé et qui donc questionne, alors qui a suscité tout un tas de commentaires depuis sa signature le 10 janvier, notamment questionnement de la fameuse autonomie stratégique de l'Union européenne. Souvenez-vous, c'était des grandes marottes d'Emmanuel Macron qui expliquait que l'OTAN était un état de mort cérébrale il y a 2 ans de ça, je crois. Parler d'autonomie stratégique européenne dans les cadres euro-atlantiques, ce qui posait quand même un problème un petit peu conceptuel, mais mine de rien, on essaie d'avancer là-dessus, et aujourd'hui, on a un document qui finalement célèbre plutôt la fusion, en tout cas un rapprochement encore plus intense entre les deux organisations. Troisième nouvelle dans cette rubrique-là, l'aide militaire à l'Ukraine. Alors j'en parlais lors du dernier briefing donc de lundi, là ça continue. Dans le sillage de ce que j'exposais lundi. Alors, entre-temps, la Pologne a pris la décision de livrer à l'Ukraine 10 à 12 chars Léopard 2 suite à la rencontre entre les présidents Zelensky et Duda qui s'est tenue à Lvov mercredi, donc hier. Alors les chars Léopard 2, là, pour le coup, ce sont des chars de combat. C'est pas les chars que la France, enfin les engins blindés, excusez-moi, que la France va livrer. Là, on est sur des chars de combat lourds. Alors, c'est probablement le geste indirect de l'Allemagne. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué que l'Allemagne était sous pression, entre guillemets, de la France et de la Pologne qui voulaient lui faire accepter le principe de livrer des chars à l'Ukraine. Les Allemands avaient dit, nous, sur le principe, on n'est pas contre, mais on ne veut pas y aller seul et on ne veut pas y aller les premiers. Les Polonais, eux, étaient sur un autre portage. Eux, ils étaient prêts à livrer beaucoup de choses, mais les Léopards étant des chars allemands, ils ne pouvaient pas le faire sans l'aval de l'Allemagne. Donc le fait qu'aujourd'hui, ils officialisent cette livraison fait comprendre que les Allemands ont donné le feu vert pour ne pas livrer eux directement, mais faire livrer via leurs voisins et alliés polonais ce matériel. Deuxième nouveauté dans cette rubrique, la France et l'Italie qui s'acheminent vers la livraison d'un système de défense antiaérienne Mamba. Alors Mamba, ça c'est plus sophistiqué que les Crotales que j'évoquais lundi, et je vous renvoie à notre briefing de lundi que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. C'est plus sophistiqué et plus cher. La France n'en a pas beaucoup, je crois qu'on en a une petite dizaine, 8 probablement, les Italiens doivent en avoir 6. Chaque missile qu'on met dans le système coûte entre 1 et 2 millions d'euros pièce. Donc, je ne sais pas combien on va en livrer aux Ukrainiens, parce que je crois savoir que la France n'en a pas non plus beaucoup à proposer. Donc voilà, on a ce matériel-là qui est la défense antiaérienne, et on a ensuite les Anglais qui manifestement se préparent à livrer une douzaine de chars Challenger 2 à l'Ukraine. Donc là aussi, on est dans, je dirais, une montée en gamme qualitative du matériel livré à l'Ukraine. Une fois de plus, ce ne sera pas livré demain matin ni après-demain, mais ça va prendre des semaines dans le meilleur des cas pour les Ukrainiens, voire des mois, parce qu'il faut encore former le personnel, il faut acheminer tout ce matériel-là. Tout ceci est quand même très long. Et tout ceci devrait apparaître, tout du moins pour les chars, à la fin de la sortie de l'hiver, au printemps, je dirais, dans le meilleur des cas pour les Ukrainiens. J'ai encore les nouvelles sur comment dirais-je, la restructuration de commandement
russe pour l'opération spéciale que l'on a appris hier, puisqu'il y a eu des remaniements assez intéressants qui sont intervenus, qui ont été publiés depuis dans la presse, largement commentés. Donc on peut en parler, hein, de toute façon c'est des déclarations officielles, puisque désormais a été nommé à la tête du commandement des forces unifiées en Ukraine le chef d'état-major russe, M. Gerasimov, et son prédécesseur, M. Sourovikine, a été nommé adjoint de M. Gerasimov, donc rétrogradé au niveau d'adjoint, d'un des 3 adjoints d'ailleurs qui vont, j'allais dire, assister M. Gerasimov dans sa tâche, puisque Gerasimov reste chef d'état-major des armées russes en général, mais il obtient en plus le commandement des opérations russes en Ukraine. Alors, Sourovikine aura fait 3 mois à la tête de ce commandement des armées russes. On pensait que son mandat serait plus long, surtout qu'il contiendrait probablement d'autres tâches. À ce stade, quel était son mandat? Ça a été gérer la mobilisation partielle. 2, ça a été Kherson, et ce qu'on appelait la décision difficile, hein, ce qu'il appelait la décision difficile de se retirer de Kherson, de céder, de rendre Kherson. Donc une décision qui probablement militairement fait sens, mais qui on peut comprendre est très impopulaire. Et ça a été 3, de stabiliser la situation sur la ligne de front, ce qui est plutôt à mettre à son crédit en l'occurrence. Il y a peu de chances que lorsqu'il est nommé à ses fonctions à l'automne, il était déjà prévu de le débarquer en janvier. À mon avis, c'est plutôt la décision qui a été prise là, le fruit d'une adaptation à une nouvelle situation, à de nouveaux paramètres qui prévalent sur le terrain. Cela dit, il reste organiquement subordonné à Gerasimov. Il l'était avant en tant que chef des opérations en Ukraine, mais il avait un chef d'état-major au-dessus de lui. Là, il se retrouve adjoint du chef d'état-major qui se retrouve lui-même à la tête des opérations en Ukraine. Donc, on ne peut pas dire que c'est une disgrâce pour Sourovikine, je ne pense pas. Mais la nomination à ce poste-là n'est pas non plus, à mon avis, une promotion pour Gerasimov. Je ne prends pas ça comme à mon avis, ça ne peut pas être qualifié de promotion non plus. Cela intervient après une autre nomination qui est passée un peu inaperçue, en fait, mais qui est intervenue ce week-end ou en fin de semaine d'ailleurs, je ne me souviens plus, mais peu importe. C'est le fameux général Lapine qui avait été très lourdement critiqué pour avoir, par cet détracteur qui l'accusait d'avoir cédé inutilement le terrain autour de Kupiansk et Izium, vous savez, pendant l'été. Bon, le général Lapine, qui avait été donc lourdement critiqué, notamment par Kadyrov, hein, et M. Prigogine, avait remis sa lettre de démission et en réalité a été nommé donc en fin de semaine dernière chef d'état-major de l'armée de terre. Donc ça, pour le coup, c'est une forme de réhabilitation. Mais donc, on constate que quelque part, entre guillemets, les militaires sont remis encore plus aux affaires directement, probablement pour équilibrer par rapport au phénomène Wagner et au phénomène notamment Prigogine qui semble prendre de l'ampleur du côté de Soledar. Mais j'arrêterai là mes commentaires pour les raisons que vous comprenez. Et Gilles, je te rends la parole. Merci beaucoup, Igor. Alors, j'ai quelques questions, mais qui sont justement un peu militaires aussi. Donc, tu vois dans quelle mesure tu souhaites y répondre ou pas. Tu as toute liberté pour ça. Concernant la conscription, cette décision portait-elle pas un risque de contestation forte et surtout de faire partir la tranche d'âge 27-30 ans si ça a un effet rétroactif? C'est-à-dire que tous ceux qui ont plus de 27 ans pensent être tirés d'affaire et là, tout à coup, on leur dit il y a 3 ans de plus. Alors, ils n'ont pas 3 ans de plus. Le service militaire reste de 1 an. Il y a eu des rumeurs. Ouais. Non, ils sont donc, pour ta réponse, oui, ils ne sont pas tirés d'affaire. Ceux qui se disaient, j'ai 27 ans révolus, qui ont aujourd'hui donc 28, 29, et qui pensaient être passés entre les mailles du filet, etc., potentiellement sont rattrapés par la patrouille. Tout va dépendre du commissariat militaire. En réalité, tel que c'est formulé par Kartapolov et tel que j'ai cru le comprendre, il explique bien que c'est un système mixte qui va coexister. Et on a l'impression qu'il laisse latitude au commissariat militaire pour remplir leurs effectifs, leurs objectifs, de pouvoir élargir l'assiette si jamais ils en ressentent la nécessité ou pas. Donc, je pense que tout dépend des commissariats militaires. Mais oui, ils sont donc de facto rattrapés par la patrouille, entre guillemets. Petit excursus, il y a eu, fin d'année en décembre, me semble-t-il, des flottements, puisque selon certaines sources, on expliquait que le service militaire serait porté à 24 mois. Des sources en plus qui étaient a priori officielles, puis ça a été démenti officiellement une fois de plus pour dire que non, ça reste par le commissariat militaire de la région de Moscou, si je ne me trompe pas, hein, pour expliquer que ça restait à 12 mois. Donc voilà,
il y a des choses qui évoluent, il y a un système qui change et ça occasionne parfois des couacs. Mais pour répondre à la question, oui, il y a de fortes chances qu'ils soient désormais concernés pour ces personnes-là par la conscription. Ouais, et donc, il y a quand même un fort risque d'inquiétude dans cette tranche-là et éventuellement de départ, quoi, c'est ça. D'accord. 10,5% d'augmentation pour les structures de force. La Russie en a-t-elle les moyens? C'est Bah, peut-être au regard de la première partie, on disait qu'il y avait quand même une inflation assez forte, une Inflation assez construction forte, de ressources. qui doit diminuer. Il y a une contraction probablement des rentrées pétrolières qui est à anticiper. Il y a des chiffres qui circulent. Il y a une étude qui est sortie proposé par un cabinet finlandais qui explique qu'au vu des dernières sanctions prises, du plafond, etc., soi-disant la Russie perdrait, je crois, chaque semaine quelque chose comme 180 millions de dollars de rentrée de pétrole. Donc, évidemment, ça fait des sous. D'autres personnes ont calculé que ce sera probablement 100 millions de dollars par semaine en février. En réalité, bon, il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. On ne sait pas comment vont réagir les pays de l'OPEP, de l'OPEC, comment l'OPEC va se prolonger. Enfin, il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas tellement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une pression sur les finances qui date pas de l'opération spéciale, mais qui date même d'avant, on va dire, le Covid, etc. 10,5, c'est beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est une négociation. On commence donc avec des positions de négociation très hautes, 10,5, qui va peut-être devenir chiffre avec une seule décimale à l'issue de négociations. Mais en tout cas, c'est le signal qui est intéressant, c'est que on veut, comment dirais-je, un peu plus mettre à l'abri les gens qui travaillent dans les structures de force, voire les récompenser. Certains diront les récompenser, certains d'autres diront même les fidéliser un peu plus. Mais quant aux moyens, évidemment, ça va être une discussion avec le ministère des Finances. Il reste que la Russie a des réserves financières. On sait qu'il y a une partie qui a été gelée, auquel en tout cas elle n'a plus accès. Une autre partie auquel elle a toujours accès. Probablement qu'elle va solliciter entre guillemets ce trésor de guerre pour financer ses ambitions de réévaluation. C'est une proposition du ministère de la Défense, donc qui se fait quelque part le porte-parole du collectif des structures de force. J'ai dit qu'ils ne se limitent pas au ministère de la Défense, hein. Il y a, j'en ai cité quelques-unes, et qui donc prend un petit peu le lead sur cette initiative-là. Et c'est à relier au contexte que j'expliquais avant, Gerasimov qui est à la tête des opérations, Lapine qui est réhabilité. On sent qu'il y a, voilà, en quelques jours, il se passe quand même des choses avec un rééquilibrage plutôt favorable à ce stade au ministère de la Défense, me semble-t-il. 10 ou 12 chars, on est dans l'ordre du symbolique. Combien en faudrait-il réellement pour que ça ait un impact sur le terrain? Alors les Polonais, ils en ont environ 200 ou 230, je crois, de ce type de chars dans leur armée. Donc c'est sûr qu'ils ne vont pas en donner 200, 230, c'est pas réaliste. 10, 12, c'est un premier jet, c'est pour prendre la température, voir qui va ensuite se lancer, réagir. On voit que les Britanniques ont déjà embrayé de manière à peu près concomitante. Ils parlent aussi d'une douzaine. Les Français, si je ne me trompe pas, ont fait savoir qu'il était hors de question d'envoyer des Leclerc. Bon, on a vu, hein, j'ai expliqué, j'aurais pas de sucre. Je crois que c'est pareil, c'est une dizaine. En fait, non, le chiffre n'a pas été donné. Je te dis ça, mais j'ai pas vu passer de chiffre. Peut-être qu'entre-temps, ça a été publié, mais je l'ai pas vu passer. Mais bon, c'est plus léger, hein. J'avais expliqué que c'était des chars. D'ailleurs, c'est pas des chars, c'est des engins. On utilise le mot char à tort. Ce sont des engins blindés avec canon. Ça peut paraître bizarre exprimé comme ça, mais on peut pas qualifier ça techniquement véritablement de chars de combat ou de chars d'assaut. C'est des choses plus légères. Là, ce que vont donner les Polonais et ce que se prépareraient manifestement à donner les Britanniques, en revanche, ce sont des choses beaucoup plus. Ce sont des chars de combat. Donc, 10-12, oui, c'est pas ça qui va faire sensiblement la différence. Je pense qu'il y a, évidemment, c'est bien, comment dirais-je, bien accueilli par les Ukrainiens qui réclament ça depuis très très longtemps avec d'autres choses. En revanche, il faut voir l'effet d'entraînement, l'effet cumulatif, 10-12 chez les Britanniques, 10-12 chez les Polonais, peut-être d'autres pays qui vont se commencer à donner. Ça ne va pas faire 24, mais peut-être 50, 60. Une fois de plus, c'est un patchwork, il faut former les gens. Là maintenant, ça va être un casse-tête incroyable. Il faut alimenter tout ceci en munitions, etc. Donc, bon, c'est toute une organisation derrière. Une fois de plus, c'est pas pour demain. C'est plutôt, à mon avis, pour stabiliser une hypothétique future ligne de front qui se stabilisera, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais probablement que ces chars pourraient jouer un rôle localement pour aider à stabiliser une future ligne de front au printemps, ou peut-être même à l'été, je ne sais pas. Mais voilà, l'idée, c'est à mon avis de créer une dynamique
pour que d'autres pays mettent dans le pot et mettent des chars. Mais une fois de plus, les Français, aux dernières nouvelles, ont dit qu'il n'y aurait pas de Leclerc. D'où la question, vu l'armement qui va être livré, la Russie n'aurait-elle pas intérêt à attaquer maintenant? Bah, ça fait partie des raisons qui ont peut-être aussi poussé à la nomination ou au jeu de chaises musicales que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on sent qu'en gros on se prépare pour les grandes manœuvres. Hein. Lapine, CEMAT, le CEMA qui qui prend en main directement les opérations, ce qui au passage devrait permettre une plus grande fluidité dans le commandement, puisque ça évite les allers-retours entre l'état-major, le terrain, etc. Vous avez le chef d'état-major qui est aux commandes des opérations. Ça apporte plus de fluidité. Donc, on pense que tout ça, je pense que tout ça, c'est préparation pour les grandes manœuvres, comme on dit. Je rappelle qu'il y a un exercice militaire qui va se tenir entre la Russie et la Biélorussie à compter du 16, c'est-à-dire dans 4 jours, et qui va durer 15 jours. Ça rappelle des choses par rapport à février 2022. Bon, voilà, on ne va pas en dire beaucoup plus, mais ça peut aussi faire penser que l'unique raison, ce n'est pas forcément les succès de Wagner, mais c'est aussi qu'il y a pourquoi attendre beaucoup plus? On voit que le matériel commence à monter en qualité. Effectivement, pourquoi attendre beaucoup plus, surtout si la météo le permet? C'est pas complètement tiré par les cheveux comme, comme théorie. Ça supposerait donc que la Russie en a les moyens en armement, en effectif et en voilà. Ok. Il y avait beaucoup de bruit qui courait quand même en disant la Russie a besoin de temps pour se réorganiser, se réarmer, choses comme ça. Donc, Ouais. Bah, c'est un arbitrage. ouais. Oui, pardon. Comme dit la sagesse sénégalaise, d'où je reviens à l'instant, il faut attendre d'être sorti de la rivière avant de dire que le crocodile a une sale gueule. La sagesse de nos amis africains. Merci. Voilà. Les Européens testent-ils leurs armes comme en son temps l'Allemagne et l'URSS en Espagne dans la guerre civile? Il me semble que ce sont des matériels déjà bien testés et connus, surtout un peu anciens dans leurs armes. Alors, ceux qui sont livrés, oui, on l'a dit ici. Bon, déjà, il y a eu ce qu'on appelait le vide-grenier au printemps, c'est-à-dire qu'on a donné tout ce qui dormait dans les hangars depuis des années, on ne savait pas trop quoi en faire. Du matériel souvent ex-soviétique, donc ça sort un peu du scope de la question, mais c'était un premier temps. Deuxième temps, c'est on monte en puissance, et alors, à côté de ça, on livrait des Stinger, des Javelins, etc. Mais ça, comme tu l'as dit, on sait à peu près à quoi s'en tenir, on sait comment ça fonctionne, ça existe, les Stinger, c'est la guerre d'Afghanistan, il y en avait déjà dans les années 80, donc là-dessus, pas vraiment de surprise. Là, il y a du matériel beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus sensible qui va entrer en ligne, entre guillemets. Certains pays étaient et sont jusqu'à aujourd'hui réticents à en livrer, et sont pourtant ont été et restent lourdement sollicités par les Ukrainiens. Moi, je pense à un pays qui est pas, mais c'est un pays comme Israël, par exemple, qui reste très sollicité par les Ukrainiens, parce qu'il y a des drones, il y a de la défense antiaérienne extrêmement sophistiquée, etc. Et eux ne veulent pas livrer. Alors eux, c'est pas une question de tester le matériel, eux, ils le testent quasiment tous les jours. Mais c'est le fait qu'ils veulent pas que ce matériel tombe entre n'importe quelle main, d'une part. Et d'autre part, quand vous déployez du matériel et que vous l'activez comme ça sur un champ de bataille, vous avez un tas de signaux électroniques qui sont émis automatiquement, qui sont captés, analysés et qui peuvent servir à mieux connaître ce matériel de la part de l'adversaire, par l'adversaire. Et dès lors que, pour continuer sur l'exemple iranien, l'exemple israélien, on sait qu'il y a manifestement aussi du matériel iranien qui se balade, on n'a pas forcément envie que voilà, il se produise certaines choses. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des pays qui franchissent pas ce pas, alors aussi pour des raisons politiques. Mais il y en a d'autres qui décident de le faire, tout en sachant que voilà, il y a des risques. Alors il y a un risque très concret. Je parlais des batteries Patriot lundi, hein, 500 millions de dollars en gros, l'ensemble de modules. Bon, bah, il n'y a rien qui garantit que ce matériel-là ne sera pas détruit pendant des combats. Ne serait-ce que ça déjà. C'est 500 millions, ça fait quand même pas mal. Donc, il y a aussi ce risque-là de perte de matériel, d'usure, et aussi de capter des données électroniques ou électromagnétiques qui pourront, le cas échéant, être utilisées par, en l'occurrence, là, par les Russes pour voilà, étudier d'un peu plus près ce matériel-là. Voilà. C'est un choix politique. D'ailleurs, à propos du coût des armements, la question, on donne l'armement ou on vend avec paiement différé? Alors d'ailleurs, juste pour finir, sur les léopards, ce qui est intéressant, ils ont été testés sur un autre théâtre, c'est-à-dire que l'armée turque a des léopards en l'occurrence. Et elle les avait envoyés dans le nord de la Syrie en 2016 pour déloger les djihadistes de l'État islamique à l'époque.
Et à la grande surprise de beaucoup d'observateurs, ces léopards avaient eu beaucoup de problèmes face à des lance-missiles anti-chars, pas antidiluviens, mais de générations pas forcément les plus récentes, y compris de manufactures ex-soviétiques ou de manufactures russes qui étaient retombées entre les mains des djihadistes par des circuits ultra opaques. Et donc, ça avait été une surprise, en l'occurrence une mauvaise surprise pour les Turcs. Donc, ça avait été déjà, comment dirais-je, une certaine démonstration, pas forcément agréable pour les Turcs. Pavel, tu vois. On se rend difficilement compte à quel point piloter un léopard est une lourde tâche. Oui, ça va très vite. C'est sous le Ça oublie manteau. pas beaucoup. Non, donc là, tu me disais, c'était sur. Est-ce qu'on donne l'armement Alors voilà, alors ça, bon. Pour les Européens, j'aurais du mal à répondre parce qu'il y a par définition, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs circuits, etc. Je sais que les Français, on a une ligne entre guillemets, une ligne qu'on s'est octroyée de crédit, enfin une enveloppe qui doit rentrer en jeu. Pour les Américains, il y a deux systèmes. Il y a ce qu'on appelle le PDA, le Presidential Draw Agreement, ou je ne sais plus ce qu'il vaut pour A, mais peu importe, qui permet au président américain, arbitrairement, entre guillemets, de puiser dans le matériel de l'armée américaine directement dans les stocks pour les transférer très rapidement à l'Ukraine. Bon. Il y a ensuite de Foreign Military Assistance Act ou quelque chose comme ça, bon, peu importe, mais qui permet de financer des livraisons de matériel militaire sur des lignes budgétaires. Donc là, ça relève d'un autre système. Il y a enfin ce que les Américains ont mis au point avec les Ukrainiens, une sorte de loi pré-bail. Enfin, il y a une lend-lease qui a été actée. Et en gros, c'est des remboursements qui seront faits sur 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas. Après, il faut voir avec chaque pays européen les accords qui sont passés, comment ça fonctionne. Mais bon, même s'il y a des promesses de remboursement, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Si ce matériel, une fois de plus, n'est pas détruit ou à l'usure n'est plus hors d'usage, ce que les Ukrainiens rembourseront dans 30 ans, ça, je sais pas, pas trop sûr. Il y a quelques années, il semblait que la Russie avait mis au point de nouveaux types d'armes hypersoniques, notamment. Qu'en est-il aujourd'hui? On en parle beaucoup, effectivement, de ces fameuses armes miracles. Oui, puis ils en ont testé apparemment. Alors pour le coup, là, eux, on en testé certaines sur le champ de bataille, notamment dès le printemps, certaines armes hypersoniques. Donc ça, c'est pour rebondir sur la question d'avant. Bon. Bon, là, je ne vais pas m'apesantir pour les raisons que tout le monde connaît, mais il y a des choses qui continuent et il y a des choses qui ont été arrêtées. Et là aussi, je rebondis par rapport à ce qu'on disait sur l'aspect financier. Il y a des finances étant ce qu'elles sont. Il y a certains programmes qui ont été à qui on a donné la priorité par rapport à d'autres. Voilà, pour faire simple. On rebondit beaucoup. Oui. Il y a eu des posts sur les réseaux sociaux comme quoi l'Ukraine avait donné ordre à ses ambassades de faire revenir les Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine pour les enrôler. Dans quel état est l'armée ukrainienne? Moi, ce post, je n'ai pas vu. Je ne peux pas confirmer, infirmer, etc. J'en sais rien. Bah, dans quel état est l'armée ukrainienne? Ça, ils sont en mobilisation générale depuis le début. Ils sont à 7 ou 8 vagues, je crois, même 9 de mobilisation. On voit en revanche des vidéos dans les villes ukrainiennes avec des gens qui sont manifestement alpagués dans la rue par des gens en uniforme qui viennent leur expliquer qu'il faut aller servir sous les drapeaux, qui manifestement, en tout cas, au vu de la gestuelle, on comprend qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, on va dire ça comme ça. Bon, cette armée, elle est en partie, une partie d'entre elles fait l'objet d'un programme de formation de la part d'instructeurs occidentaux, que ce soit dans des pays en Europe ou ailleurs. Une autre sont effectivement des appelés, enfin des mobilisés. Je pense qu'elle souffre quand même d'un effet d'attrition vu les combats, même si la situation s'est stabilisée de manière localisée sur certaines parties du front et des combats extrêmement violents. Voilà, elle reçoit du matériel, comme je l'ai dit, assez hétéroclite. Parfois, ça confine un peu au patchwork, mais bon, c'est comme ça. Mais il me semble qu'elle a toujours le moral à flot. Bon, mais c'est très empirique, hein, ce que je vous dis, parce que c'est assez difficile de faire la part des choses entre le narratif qu'on veut imposer et qui parfois relève de la guerre informationnelle et ce qui est vraiment ce qui est la réalité sur le terrain. Bon. Ce qui est certain, c'est que oui, il me semble qu'ils ont encore le moral à flot et qu'ils sont toujours en état de poursuivre le combat. Alors, on change complètement de sujet. On a un retour d'expérience. Quelqu'un qui nous dit une proche a pu rentrer, j'imagine russe, a pu rentrer en France avec un visa français en avion. Donc j'imagine par un circuit compliqué, a pu circuler en avion à l'intérieur de Schengen sans contrôle ni restriction.
et a pu quitter l'Union européenne, rentrer en Russie via la Finlande sans aucun problème. Alors, je pense que le seul élément qui manque, c'est quel type de visa avait-elle. Parce que je pense que c'est là que les choses changent. Est-ce que c'est un visa conjoint? Est-ce que c'est un visa business? Si c'est un visa touriste, ce serait assez miraculeux, mais voilà, donc il manque un peu cette expérience-là. Mais c'est intéressant, n'hésitez pas à préciser un peu tout ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Une question plus anecdotique. Que va faire Zelensky de son Emmy Award remis par Sean Penn? Ah, je n'étais même pas au courant qu'il avait. Alors, si c'est vrai, hein, je ne sais pas. J'en sais rien. Bah, il va le mettre dans son bureau. Hein. Ouais, j'avais vu passer une photo, effectivement, il lui en avait amené un en prêt en attendant la victoire, un truc dans ce goût-là. Enfin, bon. Ouais, non, mais il y a quelques acteurs qui ont défilé. Enfin, bref, c'est pas le premier Sean Penn. Hein. Par contre, c'est le premier à mettre visiblement une statuette ou une plaque. Enfin, je sais pas comment ça se présente, mais ouais, il y a Sean Penn, ouais. Mais il y en a d'autres qui sont venus. Il y a Van Damme qui est venu aussi. Mais je sais pas s'il a rencontré Zelensky. Par contre, oui, il a eu une époque qui a rencontré Poutine. Ouais. Voilà, moi je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors on nous précise que c'est un visa touristique, donc c'est assez surprenant pour le passage par la Finlande. Mais comme quoi, toute chose peut arriver, donc je vous conseillerais pas de le faire néanmoins, mais bon, a priori, voilà, ça me semble un peu aléatoire quand même. Hein. Donc attention tout de même. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci de vos nombreuses questions. N'hésitez pas à les poser par avance. Alors, on a une question qui est arrivée par le mail, mais on va y répondre jeudi parce qu'il nous manque quelques éléments de réponse. Pour être tout à fait concret, donc ça concerne les étrangers et leurs possibilités pour travailler comme responsables dans les sociétés russes ou sociétés étrangères en Russie. Donc justement, il y a des nuances qu'on est en train d'explorer pour donner une réponse tout à fait concrète et réelle. Voilà, merci à tous. C'était pour rappel le 109e briefing, le deuxième briefing de la nouvelle année. Voilà, donc on va voir si on conserve une numérotation ancienne ou nouvelle. Voilà, 2 calendriers, c'est assez courant en Russie, donc on va peut-être se permettre voilà, d'avoir un julien et un grégorien. Voilà, bonne soirée à tous. On se retrouve jeudi pour le professeur briefing, dans 17h30 comme toujours. C'est 15h30. Lundi. On est d'accord des jeudis. Oui, lundi, voilà. Tout à fait pour le professeur briefing, désolé. Et monsieur le directeur Chinsky, quelques mots. Vous avez tenu bon en 2022. Je réitère mes voeux et l'espoir que nous tiendrons bon tous ensemble. Voilà, pour ceux d'entre vous qui êtes à Moscou, nous aurons le plaisir, le président, le conseil d'administration, toute l'équipe, de vous présenter nos vœux. Ce sera le jeudi 26 janvier, juste avant le briefing. C'est le jour du briefing. Non, ça va être au moment du briefing. Donc, bon, on va trouver le moyen de vous faire nos vœux à la fois avec un don d'ubiquité qui nous caractérise voilà. En présentiel et en distanciel. En tout cas, voilà. Tenez bon, excellente année nouvelle et au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés.